tout journaliste doit toujours, c'est-à-dire, garder le code de la presse béninoise comme sa Bible en griffe, comme sa Bible ou son Coran, pour mieux exercer son métier. S'il veut vraiment être un journaliste de qualité ou produire des informations de qualité, il doit forcément tenir compte du code de la déontologie et plus loin du code de l'information et de la communication. Parce que ce que nous disons aujourd'hui, c'est le numérique qui intervient beaucoup plus, c'est le numérique. Et un code de l'information et de la communication a été voté en 2015. Et ce code aussi s'impose à nous autres. Maintenant, quand les politiques ont compris qu'avec ce code, il n'y a plus de dépénalisation pour les délits de presse, ils ont fait voter en 2017 le code du numérique. Et c'est là où, c'est dit, le journaliste doit tout faire pour éviter les dérapages, les déviances. Parce que ce code est préjudiciable pour l'ensemble de la corporation. Et on a demandé, il y a un plaidoyer qui a été fait longtemps pour qu'on n'applique pas le code. Parce que quand ça arrive, quand c'est sur la toile, vous écrivez, on ne vous considère pas comme journaliste. On vous considère tout simplement comme un citoyen qui a diffusé une information. Parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, il y a un type de journalisme qui s'est développé par la suite, c'est le journalisme citoyen. C'est-à-dire, je suis un simple citoyen, je suis témoin d'un fait. Je peux relater, j'envoie, je balance ça sur les réseaux sociaux. Et à partir de là, le journaliste, et c'est là où il y a la différence entre celui qui est journaliste professionnel et celui qui est journaliste citoyen. Le journaliste professionnel, lui, il a, c'est-à-dire des normes à suivre. Il y a l'éthique professionnelle. L'autre, il n'en a pas. Donc c'est là où on doit vraiment faire attention pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Parce que quand on applique le code du numérique, c'est-à-dire le journaliste ira en prison. Là, il n'y a rien à faire. S'il faute là, il ira en prison. On a beau dire le code, avec le code de l'information et de la communication, il n'y a plus de pénalisation pour les délits de presse. Mais quand ça tombe dans le champ du numérique, ça devient, c'est-à-dire, un problème sérieux pour le journaliste. Donc, il faut forcément que chacun ait à cœur la responsabilité sociale du journaliste dans le contexte qui est le nôtre, où aujourd'hui il y a le terrorisme et on veut aussi donner cette information, on est pressé de diffuser l'information, alors que la HAC même a demandé que si vous voulez publier ce genre d'informations, rapprochez-vous des sources indiquées, rapprochez-vous des sources indiquées pour le faire. Mais il arrive qu'on ne le fait pas. Mais on sait que ce qui touche à l'intégrité, même le code de la presse du Nord le dit, ce qui touche à l'intégrité, c'est-à-dire à la sûreté de l'État, sont des informations qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Il faut émettre au besoin certaines réserves. Vous, en tant que média, vous diffusez l'information, vous écrivez, vous diffusez que voilà, il y a eu une attaque terroriste dans le nord du Bénin qui a fait tel nombre de victimes, alors que les sources officielles même n'ont encore rien dit. C'est que eux, ça leur profite. Ça leur profite, ils vont dire, même sans aller rendre compte, c'est-à-dire les commanditaires sont déjà informés que le travail était bien fait. Donc, c'est là où on doit faire, c'est-à-dire très attention pour ne pas, c'est-à-dire embraser. Et ça crée quoi? Ça crée aussi la psychose dans la population. Quand les gens apprennent ces genre d'informations, c'est la panique générale. Les gens se disent, mais est-ce qu'il ne faut pas fuir telle région, il ne faut pas fuir telle région. Donc, il faut forcément que notre devoir de journaliste, c'est-à-dire s'accomplisse dans les normes et c'est-à-dire avec rigueur éthique et éthique professionnelle. L'attachement sentimental à sa patrie, manifesté par la volonté de la défendre et de la promouvoir, c'est l'idéal pour le développement d'une nation. Le patriotisme existe-t-il encore au Bénin? Une question préoccupante. Par le passé, nous avions des citoyens qui étaient des patriotes. C'est parce qu'ils ont été nourris à des enseignements, des théories
Souvenez-vous que dans le bon vieux temps, il y avait les missions patriotiques et militaires. Et on allait au camp pour être formé, non pas pour devenir nécessairement un soldat, mais il y avait l'idéologie qui était enseignée, des enseignements, et même au collège, on nous abreuvait de ces enseignements-là. Et chacun était donc conscient que sa patrie était au-dessus de tout. Mais lorsque, progressivement, un peu ces enseignements-là ont laissé un vide dans le système, bon, naturellement, les gens grandissent sans plus mettre, n'est-ce pas, la patrie au-dessus de tout, mais l'individualisme a pris le pas sur tout le reste. Et à ce niveau-là, l'éducation pêche par le manque, donc, n'est-ce pas, d'insister sur cette nécessité, ce devoir de patriotisme. Pourtant, tout n'est pas perdu. Pour Kassamampo, secrétaire général de la CSTB, l'esprit patriotique existe bel et bien encore au sein du peuple béninois, et ceci depuis des lustres. Autant des Béanzins, autant des Biogera, autant des Kaba, des Kayerima et autres Poizou, tous ceux-là qui se sont battus contre le colonisateur. C'était l'esprit patriotique qui a animé tout cela, et cela s'est poursuivi jusqu'à l'indépendance, jusqu'au temps même de la révolution, à l'agression du 16 janvier 1977. C'est vrai que quand les mercenaires ont été repoussés par les militaires, ils ont bénéficié du soutien populaire de la jeunesse, des populations et autres. Et je crois que c'est la même chose aujourd'hui. Pour que cet esprit patriotique soit encore vivace à travers les générations, il faut une action concertée entre décideurs et population. Le patriotisme est une affaire de tous. Il faut que nos responsables à la tête du pays puissent également non seulement favoriser que dans les programmes, cet aspect soit mis en relief, mais que également il y ait une meilleure communication entre le pouvoir politique et le peuple, parce que lorsque il y a déficit dans la communication, lorsque vous ne traduisez pas dans votre politique les grandes aspirations du peuple et que le peuple ne se retrouve pas dans ce que vous faites, bon, le peuple progressivement se désolidarise également et ne semble pas être engagé à apporter le meilleur de lui-même, à adhérer, à travailler pour. Il y a également cela. Nous nous demandons de soutenir les militaires, les forces de défense et de sécurité en lutte contre donc les terroristes qui ont d'autres objectifs, qui en fait provoquent une guerre contre notre pays. Et il faut que cette guerre-là, nous puissions la gagner. Et pour qu'on la gagne, il faut qu'on se mobilise aux côtés de nos forces de défense nationales pour pouvoir réussir à gagner la guerre. Et je crois que les jeunes ne peuvent pas ne pas participer à cette guerre-là. Instruis ton enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas, a dit un livre saint. Ce maxime devra être appliqué par tous les parents pour faire du patriotisme une valeur clé de développement. Et de plus en plus, nous sommes confrontés à l'augmentation de la température générale, que ce soit au niveau du monde entier en matière de moyenne, que ce soit au niveau de nos pays et même dans nos communautés. C'est un phénomène qui est de plus en plus courant. Et je vais parler des dernières données qui ont été présentées par l'Organisation météorologique mondiale, pas plus tard qu'en début janvier de cette année. Et elle a été enregistrée que 2024 était l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis la période pré-industrielle. Et non seulement ça, ces réchauffements, nous avons commencé par les constater depuis 2015. Donc là, de 2015 à 2024, là nous avons 10 années sur lesquelles nous avons régulièrement enregistré une température qui est supérieure à la moyenne pré-industrielle.
Et particulièrement l'année 2024 a été comme une sonnette d'alarme parce que pour la première fois, nous avons dépassé le seuil symbolique de 1,5 degré qui a été dit au niveau de l'accord de Paris. Et c'était fixé qu'on ne devrait pas dépasser un seuil de 1,5 degré. Mais malheureusement, l'année 2024, nous avons enregistré un dépassement de 1,55 degré. Un record qui n'a jamais été atteint. Et évidemment, cette hausse va entraîner des répercussions sur d'abord l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, en augmentation comme en intensité. Alors, les causes de ce réchauffement climatique, nous allons les trouver principalement au niveau de l'exploitation de l'énergie fossile. Autre aspect aussi qui est, je vais dire, pas le moindre quand même, c'est que naturellement notre climat est appelé à se réchauffer. C'est-à-dire que nous avons des causes naturelles, comme par exemple les phénomènes El Niño. Lorsque ces phénomènes El Niño surviennent, ça a des variations. Certaines années, nous enregistrons cette hausse-là de température et donc une augmentation de l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais dans tous les cas, l'action de l'homme contribue encore à amplifier ces phénomènes naturels que nous connaissons de notre climat. Nous sommes pratiquement les moins à émettre ces gaz à effet de serre, mais à cause de notre position géographique et aussi de notre capacité de résistance à ces phénomènes, nous sommes les plus qui subissent en fait les impacts de ces changements climatiques-là. Et donc, c'est ça, en fait, la capacité d'adaptation de nos infrastructures et de nos capacités sont faibles. Ce qui fait que lorsque ces phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes surviennent, les dégâts sont énormes. Que ce soit sur nos infrastructures, que ce soit sur nos biens. Par exemple, les inondations ou encore les sécheresses ou les pluies tardives. Vous pouvez imaginer l'impact que ça a sur la production agricole au niveau national. Si nous voulons vraiment limiter l'émission des gaz à effet de serre, nous devons impérativement transiter vers les énergies renouvelables. Le soleil, l'hydrologie. Pourquoi ne pas opter sur des voitures électriques? Pourquoi ne pas, dans nos ménages, faire par exemple des habitations qui limitent moins la consommation de la climatisation? Adopter des mesures qui nous obligent en fait à ne plus être trop dépendants des énergies fossiles. Mais les populations aussi ont leur rôle à jouer à travers le choix, je vais dire leur mode de vie. Que notre mode de vie ne soit plus très dépendant des énergies fossiles. Que même dans nos habitudes, nos petites habitudes, nous limitons notre émission de gaz à effet de serre. Par exemple, l'utilisation des plastiques ou notre méthode agricole, les techniques agricoles que nous utilisons, nous devons de plus en plus transiter vers ces énergies renouvelables. L'autre aspect aussi à ne pas négliger, c'est que nos gouvernements et nos politiques doivent vraiment mettre en œuvre des normes, des lois sur par exemple la taxation du carbone pour faire en sorte que les accords de Paris soient respectés au niveau pays, mais également au niveau local. Autre chose que nous pouvons faire également, c'est que oui, nous devons en fait mettre aussi des systèmes d'alerte précoce en place pour attirer l'attention des populations et même des décideurs lorsque nous avons l'information que de tels phénomènes météorologiques et climatologiques extrêmes doivent survenir. Au Gabon, l'élection présidentielle est fixée au 12 avril. Cela marque une étape importante vers le retour à un régime civil. Le scrutin se déroulera de 7h à 18h, conformément aux règles en place, a annoncé le gouvernement de transition après un conseil des ministres. Les réformes avancent avec un nouveau code électoral et une constitution révisée votée par référendum en novembre. Parmi ces 173 articles, certains consacrent un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une seule fois, avec un régime présidentiel doté d'un pouvoir exécutif fort. Le général Brice Oligui Nguema, au pouvoir après le coup d'État de 2023 contre Ali Bongo, a promis une transition de 2 ans. Nguema a aussi révélé ses ambitions présidentielles. Une vidéo partagée jeudi par le gouvernement de la République démocratique du Congo montre son armée opérant dans les régions de Saké et Goma lors de combats intensifiés avec les rebelles. Les combattants se rapprochent de Goma à la frontière avec le Rwanda,
Le M23 a fait des avancées significatives, mais on ne sait pas si les rebelles tenteront de s'emparer de la ville. Les autorités congolaises ont déclaré mardi que leurs combattants avaient pris la ville de Minova sur une route d'approvisionnement clé pour Goma. L'avancée du groupe rebelle M23 vers la plus grande ville de l'Est du Congo a déplacé plus de 178 000 personnes au cours des 2 dernières semaines, selon les Nations Unies. Des combats intenses se déroulent actuellement au Soudan, près de la raffinerie de pétrole d'El Jili, au nord de la capitale Khartoum. L'armée soudanaise a annoncé avoir lancé une offensive sur plusieurs fronts, visant à contrôler cette zone stratégique. Des affrontements directs avec les forces de soutien rapide sont signalés. Les tensions demeurent élevées avec des affrontements autour du complexe immobilier Zarqa, impliquant des armes lourdes des 2 côtés. Parallèlement, des combats sont également rapportés dans la ville d'Al-Fasher, capitale de l'État du Darfour du Nord, à l'ouest du pays, suite à un ultimatum de 48 heures lancé par le RSF à l'armée. Après l'expiration de ce délai, des raids aériens ont eu lieu sur les positions des paramilitaires. Tundu Lissu accède à la présidence du Chadema, principal parti d'opposition en Tanzanie, après plus de 2 décennies de leadership de Freeman Mbowe. Lors du congrès du 21 janvier, Lissu a obtenu 51,5% des voix, contre 48,3% pour Mbowe. Ce dernier a reconnu sa défaite et félicité son successeur malgré une campagne marquée par des tensions internes. Critique de la gestion de son prédécesseur, Lissu l'accuse d'avoir été trop conciliant avec le CCM, le parti au pouvoir depuis l'indépendance. Il promet de recentrer le Chadema sur une opposition résolue et combative. Tundu Lissu est une figure marquante de la politique tanzanienne. Rescapé d'une tentative d'assassinat en 2017, il a passé plusieurs années en exil avant de revenir en Tanzanie en 2023. À 9 mois de la présidentielle, cette élection interne redéfinit les enjeux politiques. Lissu appelle à des réformes et critique le gouvernement de Samia Suluhu Hassan qu'il accuse de réprimer l'opposition. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a reçu son homologue britannique à l'occasion de la réunion du Conseil de participation égypto-britannique. Badr Abdelhadi et David Lammy ont échangé sur les derniers développements régionaux dans un contexte marqué par un cessez-le-feu fragile dans la bande de Gaza. Durant cette visite au Caire, le ministre britannique a également plaidé pour la libération de Alaa Abdel Fattah, un célèbre blogueur binational emprisonné depuis 5 ans en Égypte. David Lammy a salué les efforts de l'Égypte en coordination avec le Qatar et les États-Unis qui ont permis de concrétiser un accord de cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne. De son côté, Badr Abdelhadi a souligné l'urgence d'intensifier l'aide humanitaire et de rendre fonctionnels les hôpitaux et les centres de santé dans le but de faciliter le retour des déplacés et atténuer les souffrances dans la bande de Gaza. Le ministre de l'Intérieur italien Matteo Piantedosi a répondu aux questions pointues des parlementaires de l'opposition lors d'une session du Sénat au sujet de la libération d'Oussama N'Jayem. Le chef de guerre libyen recherché par la Cour pénale internationale a été ramené mardi à Tripoli par avion gouvernemental, où il a été accueilli en héros. Honorable collègue, à propos de la reconstitution des événements qui ont conduit à l'expulsion du citoyen libyen Oussama N'Jayem al-Masri, je rappelle ce que je viens de rapporter en réponse à d'autres questions sur le même épisode. Suite à la décision de la Cour d'appel de Rome de ne pas valider l'arrestation, compte tenu du fait que le citoyen libyen était en liberté en Italie et présentait un profil de dangerosité sociale, j'ai adopté une mesure d'expulsion pour des raisons de sécurité de l'État, conformément à l'article 13, paragraphe 1 de la loi sur l'immigration. Del testo unico in materia di immigrazione.
Les sénateurs italiens ont exprimé leur consternation devant le fait que l'Italie ait ignoré ses obligations envers la Cour pénale internationale de remettre les suspects criminels. Un nouvel incendie s'est déclenché au nord de Los Angeles. Les pompiers sont intervenus pour maîtriser un gigantesque feu de forêt qui s'est propagé rapidement, entraînant l'évacuation de plus de 31 000 personnes. L'incendie s'est déclaré mercredi en fin de matinée et a carbonisé en moins d'une journée près de 41 km² d'arbres et de broussailles près du lac Castaic, une zone de loisirs populaire située à une soixantaine de kilomètres des incendies dévastateurs d'Eaton et de Palisades. Plus de 4600 pompiers sont engagés sur place, assistés d'avions et d'hélicoptères larguant sans relâche de l'eau et du produit ignifuge sur la zone. Bien que la région ait été placée sous alerte rouge pour risque d'incendie grave, les vents n'étaient pas aussi rapides qu'au moment où ces incendies se sont déclarés, ce qui a permis aux avions de lutte contre les incendies de déverser des dizaines de milliers de gallons de retardateurs de flammes sur le dernier brasier. Le sud de la Californie, qui subit depuis des mois des épisodes de sécheresse, est un terrain propice aux incendies, même en plein hiver. Ce nouvel incendie devrait continuer sa progression selon les spécialistes, en particulier s'il atteint le comté de Ventura, où la végétation asséchée est très dense. Les cours du pétrole ont peu évolué vendredi mais se dirigent vers une baisse hebdomadaire. Cette volatilité est due en partie aux propos imprévisibles tenus par le président américain Donald Trump. Ce jeudi au Forum économique mondial de Davos en Suisse, il a déclaré qu'il exigerait de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole qu'ils réduisent le coût du baril de pétrole brut. Et je vais aussi demander à l'Arabie Saoudite et à l'OPEP de faire baisser le coût du pétrole. Il faut le faire baisser et franchement je suis surpris qu'ils ne l'aient pas fait avant l'élection. Ils n'ont pas fait preuve de beaucoup d'amour, cela m'a un peu surpris. Si le prix baissait, la guerre entre la Russie et l'Ukraine prendrait fin immédiatement. À l'heure actuelle, le prix est suffisamment élevé pour que la guerre se poursuive. Après avoir annoncé une urgence énergétique nationale lundi, le chef d'État américain a levé les restrictions environnementales sur les infrastructures énergétiques. La baisse des cours du pétrole peut également être expliquée par la réduction des primes de guerre par les investisseurs après le cessez-le-feu à Gaza. Selon l'administration américaine d'information sur l'énergie, les stocks américains de pétrole brut ont atteint la semaine dernière leur niveau le plus bas depuis mars 2022.